Bienvenue chez Maître Burger in Paradise. Aujourd'hui, vidéo un peu différente. On va revenir sur l'histoire du premier fusil d'assaut développé par les Allemands à la Seconde Guerre mondiale, le Sturmgewehr 44. On va essayer de comprendre en quoi cette arme mérite son statut d'icône grâce à un concept novateur, son histoire et l'évolution de son design. Le STG-44 ou MP-44, les deux désignations étant correctes, on en parlera un peu plus tard dans la partie historique, est le premier fusil d'assaut. Le concept de fusil d'assaut est donc né avec le Sturmgewehr, qui est le nom allemand pour fusil d'assaut, et selon la légende, Hitler lui-même avait nommé le fusil ainsi. Un fusil d'assaut est un fusil qui accepte un magasin amovible, qui peut tirer en semi ou en automatique, et chambrer dans une munition intermédiaire. Le 8 mm Kurz, ou 7,92 par 33 mm, est considéré comme la première munition intermédiaire jamais développée. Ce qu'on entend par munition intermédiaire, c'est une munition moins puissante que les cartouches en service dans les fusils de l'époque comme le 30-06 ou le 8 mm Mauser, mais avec une balistique bien supérieure à des munitions destinées au pistolet. L'idée étant d'avoir une cartouche efficace à une portée maximale de 300 à 600 mètres, mais qui permet d'avoir une arme plus légère et plus contrôlable, surtout en tir automatique. Certains disent qu'il existait des armes qui répondaient déjà à la définition de fusil d'assaut, et ce depuis la Première Guerre mondiale. Techniquement c'est vrai, mais en pratique c'est différent car ils étaient souvent produits en d'infimes quantités. L'exemple le plus connu étant l'automate Fedorova, développé en 1915 et chambré en 6,5 par 50 Arizaka, qui ne répond pas parfaitement à la définition de cartouche intermédiaire car beaucoup trop puissante. Le Fedorov n'a pas eu le succès du Sturmgewehr, entre autres à cause de sa trop grande complexité. Un autre exemple d'arme qui se rapproche du fusil d'assaut n'est autre que le M1 carabine. Sa munition est moins puissante que le 30-06 du Garand, mais bien supérieure au 45 ACP utilisé par le 1911. Le M1 carabine ne correspondait pas au fusil d'assaut car à son arrivée, il n'avait pas de tir automatique, il lui sera ajouté bien plus tard. Le STG-44 est donc le premier fusil d'assaut à avoir eu un impact sur le champ de combat. L'arme a été produite en masse, ce qui n'a pas changé le cours de la guerre évidemment, mais qui a grandement impacté les doctrines et tactiques militaires. Le fusil d'assaut est innovant grâce à sa polyvalence. Il n'excelle en rien, mais peut faire beaucoup de choses. Dans la grande majorité des cas, le STG-44 peut jouer le rôle de pistolet mitrailleur comme le P-40 ou celui du fusil comme le K-98. Et dans certaines situations, il peut fournir un tir de suppression qui le rapproche dans l'idée d'une mitrailleuse légère comme le MG34 ou MG42. Le STG-44 innove aussi par l'utilisation d'acier embouti. C'est la première arme à être produite en masse en utilisant cette technique qui sera ensuite reprise dans l'industrie des armes légères par de nombreux pays, dont l'URSS avec la K-47. Initialement, la K-47 devait être emboutie, cependant les Russes ont eu du mal à maîtriser cette technologie. Il faudra attendre l'AKM en 1959 pour avoir une Kalachnikov en tôle emboutie. De nombreux fusils de Heckler & Koch, comme le MP5, le G3 et le FAL de fabrique nationale, utilisent également cette technique de fabrication. Plus que l'innovation du mécanisme en lui-même, c'est la manière dont le STG a été construit et sa philosophie d'utilisation qui en fait un tournant dans l'histoire des armes légères. Au début de la guerre, le M1 Garand était le pinacle des armes légères, alors que le K98 était obsolescent si ce n'est obsolète. À la fin de la guerre, le Garand était dépassé de loin par le Sturmgewehr qui demeure aujourd'hui l'arme de la Deuxième Guerre mondiale la plus utilisable sur le champ de bataille. On en a même découvert en 2012, utilisé lors du conflit syrien. Il faudra attendre la fin de la guerre froide pour que, du côté occidental, les armées adoptent le concept des armes tirant des munitions intermédiaires. En effet, le FNFAL, G3 et M14 a été chambré en 7,62 par 51 mm, alors que les pays du bloc de l'Est utilisaient des variantes du fusil d'assaut développé par Kalachnikov ou d'autres armes utilisant le 7,62 par 39 mm, par exemple le VZ58. Aujourd'hui, toutes les armées du monde utilisent des munitions intermédiaires pour leurs armes principales. Le 5,56 par 45 pour l'OTAN, 5,45 par 39 pour la Russie et 5,8 par 42 pour la Chine. Depuis 1935, l'armée allemande travaillait sur les munitions intermédiaires et construisait quelques prototypes. Ces expérimentations d'avant-guerre ne sont pas allées loin, mais la recherche de munitions intermédiaires continua pendant le conflit. Les autres pays travaillaient également sur ce concept, mais stoppèrent net pour se concentrer sur la production de guerre. L'industrie militaire allemande avait pour particularité de toujours continuer la R&D à tout prix, ce qui a été une force et une faiblesse. En effet, cette approche dilapidait les ressources dans des projets inutiles, mais cela a abouti à la création d'équipements techniquement impressionnants. Dans l'aviation, on a eu le premier avion à réaction de combat, le Messerschmitt 262, pour les tanks, le Panther, le développement des premiers missiles balistiques avec le V1 et V2, et dans les armes légères, le STG-44. Ces recherches sur munitions intermédiaires étaient ironiquement impulsées par la Luftwaffe, l'armée de l'air, qui n'adaptera jamais aucune arme chambrée en 8 mm Kurz et développera dans son coin le FG-42 chambré en 8 mm Mauser. Au début de la guerre, l'armée était intéressée par un fusil semi-automatique ou automatique, mais chambré avec une cartouche similaire à celle utilisée lors du conflit précédent. Cela a abouti au Gewehr 41, Gewehr 42, 43 et bien sûr au FG-42. La doctrine de l'époque impulsée par Hitler était l'idée de rendre chaque soldat un sniper en l'équipant d'armes précises, puissantes à longue portée et équipées d'une optique.
La situation difficile sur le front de l'Est a alarmé des ingénieurs qui souhaitaient augmenter la puissance de feu des pelotons allemands grâce à une arme comme le Sturmgewehr, avec un tir automatique contrôlable, une précision jusqu'à 300 mètres, un chargeur grande capacité, bref, ce qui allait devenir le concept du fusil d'assaut moderne. Ce panel d'ingénieurs a présenté ce concept à Hitler à plusieurs reprises, mais le Führer ne l'a pas accepté car il contredisait son idée d'équiper les soldats avec des armes puissantes et précises. Cependant, le haut commandement allemand ainsi qu'Heinrich Himmler, à la tête des SS, croyaient à ce nouveau concept et ignorèrent les recommandations d'Hitler en autorisant la recherche et développement ainsi que la création de prototypes. C'est une des raisons de la désignation MP44, MP comme pistolet mitrailleur en allemand, afin de présenter ce qui allait être le Sturmgewehr comme une amélioration du MP40 chambré à 9 mm. Pour souligner l'efficacité de la nouvelle arme, la décision a été prise d'équiper des compagnies entières au lieu de diluer la quantité de STG-44 dans toute l'armée allemande. Ainsi, les capacités de l'arme ont pu être mises en avant de manière plus efficace. En octobre 1944, après toutes les réticences d'Hitler, le fusil a été accepté comme l'arme standard de l'armée qui devait remplacer le MP40, le K98, le Gewehr 43 ainsi que la plupart des fusils. Évidemment, le remplacement de tout l'arsenal allemand n'a jamais eu lieu à cause de la faible production de STG-44, notamment de son chargeur et de ses munitions, et bien sûr à cause de la fin de la guerre. Les prédécesseurs du STG-44 sont les MKB-42H et MKB-42W. En 1939, le Bureau central pour le développement technique et la production d'armes, de munitions et de matériel de l'armée de terre allemande, HWA pour Heereswaffenamt, lance un programme pour une Maschinenkarabiner MKB chambrée pour la nouvelle cartouche 7,92 par 33 Kurz à l'entreprise Heinel Waffe. L'année suivante, une autre entreprise répond à la demande, Walter. Heinel proposera le MKB-42H et Walter le MKB-42W. En 1942, un certain nombre de prototypes des deux entreprises sera envoyé sur le front de l'Est pour des tests en conditions réelles. À l'issue de ces tests, on préféra la version développée par Heinel grâce à une meilleure fiabilité, car la version de Walter utilisait un mécanisme de verrouillage plus complexe. Walter se retira donc de la compétition, car l'entreprise n'avait pas les moyens de développer davantage de prototypes et la plupart de ses ressources étaient destinées au développement et à la fabrication du pistolet P38. Le véritable prédécesseur du STG-44 est donc le MKB-42H. Il est à noter que le directeur technique de l'entreprise Heinel n'était d'autre qu'Hugo Schmeisser, responsable pour le développement du premier pistolet mitrailleur allemand MP-18. Il participa également au développement du MG-15, MP-28, MP-41 avant de s'attaquer au Sturmgewehr. Avoir à la tête de l'entreprise quelqu'un comme Schmeisser, reconnu internationalement pour son talent, a également dû participer à la sélection de l'entreprise pour le développement du Maschinenkarabiner. Petite anecdote, en 1945, il est déporté en URSS et va travailler dans le bureau d'études d'Ishmash avec Mikhail Kalachnikov. Environ 11 000 exemplaires du MKB-42H ont été produits et mis en service entre la fin 1942 et septembre 1943. Initialement, l'armée allemande souhaitait 10 000 MKB par mois, mais la difficulté à produire de l'acier embouti rendit cet objectif impossible à atteindre. Le fusil a été bien accepté par les troupes, les points négatifs étaient la longueur du chargeur qui empêchait de tirer confortablement en position allongée. En effet, le 8 mm course était une cartouche assez épaisse qui engendrait un long chargeur. La deuxième critique était l'absence de cache-flamme qui rendait le tir difficile la nuit et n'était pas très discret. Mécaniquement, le MKB-42H tire avec une culasse ouverte, contrairement à la version de Walter. Le percuteur est intégré à la culasse comme sur de nombreux pistolets mitrailleurs. Autre point similaire avec les pistolets mitrailleurs comme le MP40 est l'encoche à gauche dans laquelle le levier d'armement va se bloquer en lieu et place d'un levier de sécurité. Il y a également une deuxième sécurité, on peut appuyer sur le levier d'armement et le verrouiller en position avant ou arrière. En effet, bloquer le levier d'armement dans l'encoche est potentiellement risqué car il est facile de désengager le levier par accident. En position de tir, on voit un point rouge situé au-dessus du levier d'armement. Contrairement aux versions suivantes, le MKB-42 dispose d'un tenon pour fixer une baïonnette. On peut également dévisser le capuchon à l'avant du tube du piston pour un lance-grenade propriétaire. Sur la partie supérieure, il y a deux ports pour venter le trop-plein de gaz, comme sur un AK lorsque le piston recule. Le garde-main sera repris sur le Sturmgewehr, c'est une pièce d'acier emboutie qui a tendance à chauffer rapidement. Pour démonter l'arme, il faut retirer la goupille qui maintient la crosse, comme sur la plupart des fusils HK. Le bouton d'éjection du chargeur de 30 coups est situé au même endroit que sur un AR-15 mais du côté opposé, c'est-à-dire à gauche. Ici. Le chargeur a été développé spécifiquement pour le MKB, mais le MP43 et STG44 utiliseront le même. Passons désormais au MP33. Le MP33 est essentiellement un MKB42 tirant avec une culasse fermée. L'objectif étant d'améliorer la précision du fusil. En effet, le tir avec culasse ouverte entraîne un délai et davantage de mouvement entre le moment où la détente est pressée et la mise à feu. Sur une arme tirant à culasse ouverte, la culasse est maintenue en arrière jusqu'au moment où la queue de détente est libérée. Elle est alors poussée en avant par le ressort récupérateur, entraîne une cartouche dans la chambre, puis la percute.
L'avantage du tir culasse ouverte est généralement sa simplicité de production et une arme mieux refroidie car l'air peut circuler davantage entre le canon et le port d'éjection. La première version du MP43 est le MP43-1 qui va utiliser le canon du MKB-42, sa hausse et son système de fixation des organes du visé qui est maintenu sur le canon. Garder le même canon que sur la version précédente était un problème pour l'armée allemande. En effet, le canon du MP43-1 était plus épais que celui du Mauser 98, ayant pour conséquence l'impossibilité de monter des accessoires préexistants comme un lance-grenade ou un projet de silencieux. Les premiers modèles de MP43-1 seront les dernières versions du Sturmgewehr à pouvoir accueillir une optique ZF-41. Il s'agit d'une lunette avec un zoom d'1,5 pour les tirs plus lointains. L'optique se monte au-dessus de la hausse. Il est toujours possible d'utiliser la hausse et le guidon pour les tirs à faible portée et ainsi être plus rapide. Son emplacement vers l'avant du fusil et son faible grossissement permet au tireur de se servir de l'optique en gardant les deux yeux ouverts comme sur une optique point rouge ou une visée holographique. Les modèles suivants ne seront pas compatibles avec des optiques car la fixation sera jugée trop instable. Le MP43 tout court sans tirer est donc la version de Sturmgewehr avec un canon plus fin. Cela semble être un changement trivial, mais il faut garder à l'esprit que le MP43 devait être produit en masse, et un changement de canon va forcément impacter la cadence de production. L'embout qui protège le bout du canon est également changé par une version plus courte. Le canon fileté peut accueillir le système Krumlov qui est une prolongation courbée du canon équipée d'un périscope pour tirer à couvert. Ce système est utile pour tirer dans les angles ou depuis un véhicule. Malheureusement, c'est un système uniquement efficace à courte portée, le projectile ayant tendance à se désintégrer dans l'extension du canon, ce qui rend le STG inefficace et imprécis à distance. Aucun autre accessoire ne sera mis en service. Les projets de silencieux et de lance-grenades prendront du temps à être développés et seront abandonnés par la suite. En avril 1944, le MP43 devient MP44. Il n'y a pas de changement technique entre les deux versions, il s'agit d'un changement dans la politique de nomenclature des armes allemandes. Par exemple, le G43 devient K43 pour carabineur. En octobre 1944, Hitler change de fusil d'épaule et devient un supporter du concept du fusil d'assaut après avoir été impressionné par les retours des troupes qui utilisaient les MKB-42, MP43 et MP44. Il demande alors à ce que le nom devienne Sturmgewehr, car la nomenclature MP pour Maschinenpistole ou pistolet mitrailleur désigne mal le rôle du MP44. Au sein même de la famille STG-44, il y a eu des modifications, notamment pour simplifier la production. On remarque que les fusils de la fin de la guerre ont des pièces de couleurs différentes. En effet, il y a eu un gros effort de sous-traitance pour toutes sortes de pièces et les différentes entreprises ne finissaient pas les pièces de la même manière. En mars 1944, le style de la crosse va changer et se simplifier. La nouvelle crosse est légèrement plus épaisse pour pouvoir monter les STG dans les racks à bord des véhicules destinés au K98. Les panneaux latéraux de la poignée pistolet anciennement en bois changent également. Elles sont désormais en plastique. Le dernier changement est d'ordre mécanique. Il y a désormais une encoche dans la culasse à côté de l'extracteur. Le but était là encore de simplifier la fabrication en temps de guerre. Le fonctionnement de l'arme et les commandes sont restés identiques du MP43-1 au STG-44. Le fusil tire culasse fermée et fonctionne par empreinte de gaz et piston. Comme je l'ai dit précédemment, le bouton pour éjecter le chargeur est situé sur le côté gauche, l'idée étant pour un droitier de pouvoir appuyer sur le bouton en attrapant fermement le chargeur en même temps. Le levier de sécurité est placé derrière la détente de façon ergonomique. Le sélecteur de tir, quant à lui, n'est pas intégré au levier de sécurité mais un bouton à part situé ici. Pour démonter l'arme, on enlève la goupille qui maintient la crosse et le ressort de recul. À l'instar de l'AR-10 et l'AR-15, le ressort de recul réside dans la crosse, mais contrairement au fusil américain, le ressort du STG ne se trouve pas dans un tube mais à même le bois. Il a été révélé qu'avoir le ressort dans la crosse en bois était problématique car avec les changements de température et d'humidité, le bois se déformait et altérait la course du ressort de recul et impactait donc la fiabilité de l'arme. Pour résoudre ce problème, la solution a été d'agrandir le trou. Comme sur de nombreux fusils HK, il faut ensuite pivoter et retirer le dispositif de détente. Techniquement, le STG utilise une culasse basculante. Lorsqu'elle est verrouillée, la culasse bascule légèrement vers le haut. Le piston est solidaire du porte-culasse et le prélèvement de gaz se fait ici. En reculant, le piston pousse le porte-culasse qui va déverrouiller la culasse en la tirant légèrement en arrière grâce à son crochet pour ensuite poursuivre son chemin en arrière jusqu'à être repoussé par le ressort de recul. Ensuite, la culasse va repartir en avant et chambrer une cartouche puis se verrouiller. Le design du percuteur est assez unique. Il y a un premier percuteur classiquement au centre de la culasse, cependant le marteau ne va pas directement le frapper. Il va frapper une extension de percuteur présent sur le porte-culasse. Comme nous avons pu le voir, le Sturmgewehr a eu un très grand impact sur les armes légères et inspiré beaucoup de design. Des points communs existent avec l'AR-10 et l'AR-15, notamment le clapet qui protège le port d'éjection. Il est quasiment identique et s'ouvre automatiquement lors du tir ou quand on se sert du levier d'armement.
Seule différence majeure, sur le STG-44, il est articulé par le haut, tandis que sur le design d'Eugene Stoner, il l'est par le bas. Le démontage ressemble aux différents fusils et pistolets mitrailleurs d'HK, avec la goupille qui maintient la crosse et le receveur en place. Ce n'est pas surprenant car le G3 est dérivé du fusil espagnol 7 mai, designé par des Allemands après la guerre. Mais c'est avec l'automate Kalachnikov ou AK qu'il existe le plus de similarités. Contrairement à ce qu'on peut lire, l'AK n'est pas une copie du STG car il diffère dans sa manière de verrouiller la culasse est rotative et non basculante. Cependant, le long piston solidaire du porte-culasse ressemble à s'y méprendre à celui du STG, de même pour le port d'emprunt de gaz situé au même endroit avec des trous pour vanter le trop-plein de gaz. Les organes de visée sont également très similaires. En conclusion, le STG-44 mérite sa réputation à plus d'un titre et son influence est encore visible aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez approfondir davantage le sujet, vous trouverez des références à des livres, articles et vidéos dans la description.